Dans une petite ville en Floride, un jeune homme vulnérable disparaît. Une adolescente ne revient pas d'une sortie avec son amoureux. Et un tireur embusqué frappe en pleine nuit. Oh my God! Oh no! Voilà le fruit des fantasmes tordus et violents d'un duo maléfique ayant créé une révoltante alliance meurtrière. La petite ville de Pace, dans l'ouest de la Floride, a un passé trouble. Bien que magnifique, elle a été le théâtre de nombreuses histoires d'horreur. Les ouragans y sèment le chaos et la destruction, alors que le paysage des vastes étendues et des marécages accueille un tout autre mal. Les meurtriers cherchant un endroit reculé pour commettre leurs méfaits et laisser la nature effacer les traces de leurs actes. Cet endroit a toujours attiré les mécréants parce que c'est facile de s'y cacher. Justin, it's time to get up, son. En avril 1998, Justin Livingston, 20 ans, manque à l'appel et sa mère, Elizabeth, panique avec raison puisqu'il doit prendre ses médicaments. Justin, where are you? Justin revient toujours à temps à la maison. Il prend ses pilules à 19h et il n'est jamais en retard. Elizabeth se précipite vers le bureau du shérif du comté de Santa Rosa, convaincue qu'il s'est produit quelque chose de terrible. I'd like to report a missing person. My son, Justin. He comes home every night at 7 o'clock, and last night he never made it home. You just fill this out, okay? Okay. All right. Justin souffre de schizophrénie paranoïde ainsi que d'un trouble déficitaire de l'attention. Ça ne paraissait pas, mais il était malade. Sans ses médicaments, sa mère craint que Justin devienne désorienté et vulnérable. Le dossier est confié à un nouvel enquêteur, Todd Hand. Je suis venu faire des recherches dans le quartier. Les voisins connaissent parfois des choses que les parents ignorent. C'est donc important de recueillir les témoignages de tout le monde. Yes. Elizabeth lui apprend qu'un voisin a fait brûler quelque chose la nuit de la disparition de Justin. He burns a lot of things. I don't know if he's burning leaves or trash or what he's burning. When was the last time he was at that house? La vérification des antécédents de l'homme donne une piste à explorer. Il avait été impliqué dans une mort suspecte en Louisiane. Ça a donc piqué notre curiosité. Cependant, cet éventuel suspect est introuvable. Il aurait quitté la ville. Une autre voisine raconte à Elizabeth qu'elle a vu Justin monter à bord d'une camionnette conduite par un cousin qu'il a l'habitude de fréquenter, Rick Lawrence. C'était le petit cousin de Justin. Hey, what's up, Justin? What's up, man? Ready to go party? Yeah, let's do it. Ricky Lawrence? I'd like to ask you a few questions. Okay. What can you tell me about Justin Livingston? Rick affirme que Justin l'a aidé à réparer sa camionnette, puis qu'ils sont allés l'essayer avant de rendre visite à son frère de 23 ans, Jonathan. Sit down, we're gonna move you on. Rick déclare que le bon ami de 21 ans de Jonathan, Jeremiah Rogers, était également présent. Ça m'a donné d'autres personnes à rencontrer. All right, guys. I wish I could stay, but I got to roll. Heading out. Yep. Y'all have a good one. He call you the next day? Nope. Haven't talked to him since. Anything out of the ordinary happen? That's all I know. En consultant leur base de données, les policiers découvrent que Jonathan a déjà purgé une peine de 4 ans pour avoir peint des graffitis racistes, mais il n'a pas commis d'infraction depuis sa libération il y a 3 ans. Son ami Jeremiah Rogers a déjà été arrêté pour des vols de voitures. John Lawrence et Jeremiah Rogers avaient des antécédents criminels,
mais rien qui laissait présager qu'ils puissent être violents ou qu'ils auraient voulu s'en prendre à Justin. Justin considérait son cousin et Jeremiah comme de bons amis, et il passait beaucoup de temps en leur compagnie. L'enquêteur Hand communique avec Jonathan Lawrence. Il confirme l'histoire de son frère Rick et la précise. Il a ajouté qu'ils avaient regardé un film d'horreur et fumé de la marijuana ensemble. Where you going, brother? Oh, I gotta roll. Justin a dit qu'il allait chercher des cigarettes au magasin. C'est la dernière fois qu'ils l'ont vu. Les enquêteurs interrogent les employés du magasin. Ils apprennent que les caméras de surveillance sont défectueuses et que personne ne se souvient d'avoir vu Justin ce soir-là. L'enquête piétine. On ne savait pas s'il était parti de son plein gré ou s'il y avait été contraint. Il était très influençable. C'était plutôt mystérieux. Mais Elizabeth Livingston n'y voit aucun mystère. Elle est convaincue que quelque chose de terrible est arrivé à son fils et elle arpente les rues dans l'espoir de le retrouver. Justin aimait se promener, alors j'ai suivi son trajet habituel pour le retrouver. Elizabeth et l'enquêteur Hand collaborent en suivant chacun de nouvelles pistes. Il voulait que je discute avec des gens pendant qu'il en rencontrait d'autres et qu'on compare nos notes. C'est exactement ce qu'on a fait. Elizabeth tente de mobiliser la communauté en collant des affiches partout en ville. L'espoir renaît lorsqu'elle apprend que son fils aurait été aperçu. Certains ont dit que Justin était parti en Louisiane avec une fille. D'autres l'avaient aperçu dans des épiceries. C'est pour ça qu'on tenait compte de la possibilité qu'il soit encore vivant et dans les parages. En fait, on croyait qu'il était parti de la maison pour aller habiter chez un inconnu ou chez des amis. On espérait encore qu'il rentre chez lui. Mais certains témoignages sont plus inquiétants. On nous a rapporté que quelqu'un aurait été battu dans le bois et que cette personne était Justin Livingston. Un shérif adjoint du comté de Santa Rosa, qui intervenait en milieu scolaire, a aussi raconté qu'un étudiant lui avait dit avoir trouvé un cadavre dans un boisé. Ces renseignements ont évidemment attiré notre attention. L'étudiant nous a conduits jusqu'à l'endroit où il avait vu le corps, mais on n'a rien trouvé. Même après des fouilles intensives, ça n'a rien donné. Les enquêteurs étaient dans une impasse. Était-ce un canular? Était-il au bon endroit? Que se passait-il vraiment? Les affiches d'Elizabeth mentionnent que Justin a disparu après avoir visité Jonathan Lawrence et Jeremiah Rogers. Mais l'annonce lui attire des ennuis. Elizabeth, what is this, huh? Ces affiches présumaient que Rogers et Lawrence avaient quelque chose à voir avec cette disparition. Et ils étaient furieux. We don't want our names on there. They're gonna think we had something to do with You were this. the last two to see him. Deal with them. Take them down. C'était déplacé et ça m'a rendue furieuse. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à les suspecter. Les parents de la petite communauté rurale de Pace, en Floride, s'inquiètent de la disparition de Justin Livingston, un jeune homme de 20 ans. Tout le monde se demande ce qui a bien pu arriver à Justin. Les parents s'inquiètent pour la sécurité de leurs enfants. Les voisins se creusent la tête pour trouver des indices. Justin est porté disparu depuis plus d'une semaine et sa mère cherche désespérément des réponses. Je sentais la mort partout. Je me disais qu'il avait été tué et abandonné quelque part. Le bureau du shérif envoie un chien renifleur sur place. Il détecte une odeur. La mère de Justin appréhendait ce moment-là depuis le début. Elle craignait que quelqu'un lui ait fait du mal.
Mais même un novice pourrait affirmer que les os sont ceux d'un petit animal. On n'a pas trouvé de restes humains. Malgré cette autre piste sans issue, l'enquêteur Hand rassure Elizabeth. Todd Hand m'a dit que son travail était de trouver Justin et qu'il n'abandonnerait pas avant que ce soit fait. J'avais encore l'espoir de le retrouver vivant. Les enquêteurs dressent une liste de 4 suspects potentiels. Ils soupçonnaient encore l'étrange voisin qui brûlait des choses et qui était lié à un meurtre en Louisiane. Et Ricky et Jonathan Lawrence, ainsi que Jeremiah Rogers, avaient confirmé qu'ils étaient avec Justin quelques heures avant sa disparition. Curieusement, Jonathan et Jeremiah en veulent à Elizabeth d'avoir inscrit leur nom sur ces affiches. Alors que l'enquêteur Hand fouille leur passé, la suspicion s'installe. Jeremiah Rogers a mené une vie mouvementée. C'est sa mère qui l'a élevé, mais elle s'est suicidée par la suite et son père l'a renié. Irresponsable certes, mais surtout charismatique, Rogers s'est charmé pour éviter les ennuis, la plupart du temps. Jeremiah Rogers était un mystificateur. Il était capable de convaincre les gens d'agir à son avantage. C'était un beau parleur. À l'âge de 16 ans, il est condamné pour vol d'auto et il commence à présenter des symptômes de maladie mentale. On l'envoie dans une institution spécialisée à Chattahoochee. C'est un hôpital psychiatrique pour les criminels. Les médecins constatent qu'il est malhonnête, imprévisible et manipulateur. Jeremiah avait tous les traits d'un sociopathe ou de quelqu'un souffrant d'une forme de psychopathie. Pendant sa détention, il se lie d'amitié avec Jonathan Lawrence, un autre patient gravement perturbé. Lawrence est schizophrène et suicidaire. Nous voici devant 2 personnes déséquilibrées, chacune à sa façon. Mais elles se comprennent. Elles s'aident mutuellement. Jonathan Lawrence a eu une enfance difficile, marquée par la violence. So I've had this fantasy, this idea of killing someone. Have you ever thought about that? Il y a eu beaucoup de morts et de meurtres commis dans sa propre famille au fil des générations. À l'âge de 4 ans, Jonathan est impliqué dans un accident de voiture qui lui cause des dommages au cerveau. Quand il a 11 ans, le malheur frappe à nouveau. Son père doit purger une peine de 4 ans pour avoir agressé sexuellement sa demi-sœur. Ensuite, sa maison est incendiée. Mais le pire reste à venir. Check out the shotgun I just got. Yeah. Man, where'd you get this? Down the street. Come on, check it out, bro. Un soir, Jonathan, alors âgé de 15 ans, et son frère aîné Wesley sont à la maison avec des amis. Hey, you guys ever play Mississippi roulette? Wesley et d'autres jeunes jouaient avec un fusil. Take the shotgun, right? Slam it on the ground. If it goes off, you lose. Ils buvaient et fumaient de la marijuana. That's it? Yeah, that's it. Come on, let's try it. You ready? All right, here we go. All right, you're up. It's not gonna go off. I don't know. Just do it. Just do it. Yep. That's it. All right. Come on, brother. It's your turn. You ready? Come on. You ready? You ready? Go ahead. Oh! Le coup est parti accidentellement. Wesley meurt instantanément d'une balle à la tête. La mort de son frère a profondément bouleversé Jonathan. Je l'ai déjà entendu dire que tout le monde aurait dû mourir et pas juste son frère. La tragédie a marqué Jonathan. Il devient plus sombre et haineux. Il se tourne vers les groupes prônant la suprématie de la race blanche. À 18 ans, il est arrêté pour avoir profané une église afro-américaine avec des graffitis racistes. Il est condamné à 4 ans de prison,
et il aboutit à Chattahoochee, où il rencontre Jeremiah Rogers, un être tout aussi ténébreux et fasciné par la mort. 3 semaines après la disparition de Justin, l'enquêteur Hand retrouve Jonathan Lawrence. Il le convainc de le suivre au poste de police pour se soumettre au détecteur de stress vocal. Le test devrait révéler s'il dit la vérité. Do you know where Justin is? No. Are you telling me the truth? Absolutely. Yes, I am. Les résultats du test du détecteur de stress vocal révèlent que Jonathan Lawrence dit la vérité. Jonathan Lawrence est donc blanchi pour l'instant. Pendant ce temps, Jeremiah Rogers courtise une employée d'une épicerie. You know what I'm gonna ask? Go out. I can't. I don't really even know you. What's the harm? Cette étudiante de 18 ans, Jennifer Robinson, se laisse leurrer et accepte son invitation. We'll have a good time. Come on, what do you say? Okay, fine. Yeah? Fine, yeah. Elle voyait la vie du bon côté. Elle avait de l'espoir et des rêves quand Rogers est entré dans sa vie. Ça n'a pas été le coup de foudre, mais elle était contente qu'on l'invite. Elle avait hâte de sortir avec lui. Elle était brillante. Elle voulait se joindre aux Marines ou ouvrir sa propre garderie. Elle était ambitieuse. Jenny s'était fixé des buts. Elle était très douce. Elle avait le cœur sur la main. Il avait un beau sourire. Il m'a dit qu'ils iraient visiter quelques amis. Il était très respectueux et poli dans ses réponses. Il m'a dit qu'il prendrait soin d'elle. J'ai serré sa main, sans savoir que je serrais la main du diable. 2 semaines après la disparition de Justin Livingston, le suspect Jeremiah Rogers va chercher la jeune Jennifer Robinson chez elle pour leur premier rendez-vous. Mais il lui réserve une surprise. Son meilleur ami Jonathan Lawrence, qui est aussi suspecté, se joint à eux. Il se dirige vers un endroit isolé, près de l'un des nombreux marécages qui entourent la ville. That's a lot. No. It's good. Jenny imagine qu'elle va passer une soirée agréable. Elle ignore les véritables intentions des hommes qui l'accompagnent. Good. It's good, right? Yeah, it's good. Strong Genie, you want some more? Dans le but de l'enivrer et de la désorienter, ils servent à Jenny des mélanges d'alcool forts. Take your jacket off. You'll feel better. Okay. It is a little warm. Jonathan s'éloigne pour laisser Jeremiah et Jenny seuls. C'est la nuit tant attendue par les deux amis. C'est cette nuit qu'ils réaliseront leurs fantasmes les plus tordus. Lorsque Jonathan revient, Jenny est visiblement ivre. Mais Jeremiah et lui ne sont pas encore prêts à réaliser la prochaine étape de leur plan. Jeremiah arrête soudainement la camionnette et dit à Jenny qu'il voit des plantes de marijuana dans le champ. C'était le moment tant attendu par Rogers et Lawrence. Ils étaient sur le point de réaliser leur rêve pervers. I don't see anything. Rogers dégaine son arme, mais il est incapable d'appuyer sur la détente. I think we're in the wrong spot. What? Yeah. Okay. Come on, let's go back to the truck. We'll find it. All right. Yeah.
Il a tout planifié et il est sans merci. Jeremiah a goûté au pouvoir de choisir entre la vie ou la mort de son prochain. Ça lui a plu, il a aimé la tuer. Jenny est morte, mais ces assassins n'en ont pas fini avec leur proie. Rien ne peut plus les empêcher de réaliser leurs fantasmes les plus sordides, tels que le cannibalisme et des expériences médicales. Ils immortalisent chaque moment. Le lendemain matin, Diane MacDonald vit le pire cauchemar de tout parent. Sa fille n'est pas rentrée après son rendez-vous avec un inconnu. Son lit n'avait pas été défait. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ait passé la nuit dehors. Jenny ne faisait pas ce genre de choses. Ce n'était pas dans ses habitudes. Quelque chose n'allait pas. Diane fait plusieurs appels et personne n'a vu sa fille. Elle appelle finalement le nouveau copain de Jennifer et elle craint immédiatement le pire. Hello? I'm sorry, who's this? So at first, Jeremiah prétend d'abord ne pas connaître Jennifer. Mais sa mère insiste. Alors il enchaîne les mensonges. Yeah, no, we were hanging out last night. She was getting a little too obnoxious. I dropped her off on the side of the road. I'm sorry, lady. Your daughter's not my responsibility. C'est louche quand un garçon vient vous rencontrer et qu'il vous serre la main en vous promettant de veiller sur votre fille et que le lendemain de sa disparition, il dit qu'il n'en est pas responsable. J'étais sûr qu'il lui avait fait du mal. Je me suis dit qu'il l'avait agressée sexuellement, qu'il l'avait battue et qu'il l'avait abandonnée. Je devais la retrouver. J'ai appelé le bureau du shérif du comté. Diane est furieuse. Pendant qu'elle attend les policiers, elle appelle des amis de la famille, des durs à cuire selon elle, pour qu'ils aillent interroger Jeremiah Rogers. Pendant ce temps, Rogers montre à son frère Elijah des photos dérangeantes, des trophées macabres de sa nuit de carnage. Les amis de la mère de Jennifer arrivent avant qu'Elijah ne puisse en savoir plus. Hey, where is Jenny? Jenny? Ils sont prêts à tout pour faire parler Rogers. Son frère panique et sort son arme. Jeremiah en a profité pour s'enfuir en voiture. Une folle poursuite s'ensuit, mais les amis de Diane perdent Rogers de vue. Les recherches pour retrouver Jenny commencent. Plusieurs personnes ont fait des sorties en voiture pour la chercher dans les villes de Milton, de Pace et de Pensacola. Ils posaient des affiches, ratissaient les ruisseaux et les rivières, arpentaient les routes et interrogeaient les gens. C'était le chaos. J'attendais désespérément d'avoir des renseignements. Je voulais qu'on trouve une piste. Mais ça n'a rien donné. Les enquêteurs trouvent une nouvelle piste grâce à Elijah. C'est son propre frère qui a appelé la police. Les photos du meurtre de Jenny l'avaient complètement bouleversé. Les policiers craignent maintenant devoir enquêter sur 2 meurtres, celui de Jenny et celui du jeune Justin Livingston. L'enquêteur Hand se présente au domicile de Jonathan Lawrence sans mandat de perquisition, mais en quête de réponse. You mind if I take a look around your house? Yeah, go ahead. Just take a minute. Be right out. Thanks. L'intérieur était meublé d'objets bizarres, tels que des crânes d'animaux, des couteaux et de l'attirail pour fumer de la marijuana. La décoration était, selon moi, très étrange. Les craintes de Todd Hand se confirment dans la cuisine. J'ai trouvé une photo dans la poubelle. Ça semblait être la photo d'une femme morte. Tout nous portait à croire que c'était Mademoiselle Robinson. Lawrence est arrêté et interrogé par les enquêteurs.
Son complice, Jeremiah Rogers, est toujours en liberté. Il n'a pas été revu depuis qu'il a fui la ville. Le lendemain matin, à 50 km de là, la femme de ménage d'un motel prépare la lessive. Hey, keys. Give me your keys. La femme de ménage raconte l'incident terrifiant à la police et le signalement de sa voiture volée est communiqué à tous les agents. Il n'a pas fait de mal à la femme de ménage parce que ça ne faisait pas partie de son plan. C'était un geste non prémédité et tout à fait spontané. Rogers est aperçu au volant de la voiture volée et une poursuite s'ensuit. Les agents installent une bande cloutée pour faire éclater les pneus de l'auto de Rogers. La manœuvre réussit et le véhicule s'arrête. Stay back! Don't do it! So Jeremiah Rogers est encerclé et il pointe son propre fusil sur sa tempe. Dans son esprit complètement tordu, il veut qu'on le prenne en pitié. Il menaçait de se suicider parce qu'il n'avait aucun autre otage avec lui dans la voiture. C'était son seul moyen de pression, sa seule option de négocier avec les policiers. Rogers lance les photos du corps mutilé de Jennifer une à une. C'est un moment crucial. C'est un manipulateur et il est capable de bien saisir ses interlocuteurs et de jouer avec eux. Il cherche à attirer leur sympathie. Il veut être perçu comme quelqu'un qui a besoin d'aide et il sait qu'ils ne veulent pas qu'il se suicide. Stay back! Rogers est-il prêt à emporter ses secrets macabres avec lui jusque dans sa tombe? Ou tentera-t-il de prendre la fuite dans un bain de sang? Drop your gun out the window on the ground now! Don't do it! Stay back! Depuis 5 heures, Jeremiah Rogers, un suspect de meurtre, est encerclé par la police après une poursuite endiablée. Il menace de s'enlever la vie, mais il n'a pas le courage de le faire. Driver! Put your hand out with the gun facing away from the sound of my voice! Do it now! Driver! Keep that gun facing away from the sound of my voice! Il accepte enfin de se rendre. Alors qu'il reste sous surveillance vidéo à l'extérieur de la salle d'interrogatoire, Rogers raconte en détail ce qui s'est passé lors de sa sortie avec Jennifer Robinson en compagnie de Jonathan Lawrence. We decided to go out on a date on her free day off, and I met her mother. You know, for just a few minutes in her house. And then we left there. John had already got the liquor, so we already had that. And we drank, you know. Good, right? Oh, it's strong. Strong meaning you want some more? Yeah. John didn't drink anything, and really I didn't either. But Jennifer, you know, she drank it. I mixed her drink, and it was strong. And we started flirting around, and just playing around, kissing, touching. We had sex. So I said, there were some pot plants. She was really drunk. She walked down the hill with me, and I couldn't do it then. So we walked back up, and I cleared my mind. I pulled the gun, and I shot her in the back of the head. For no reason at all. Just for the hell of it. We moved her body to the back of the truck, where John started to cut her clothes off and have sex with her.
La nécrophilie consiste à avoir une relation sexuelle avec un cadavre. En 30 ans de métier, je n'ai jamais rencontré un seul cas de nécrophilie. C'est très rare. Ils ont photographié le corps de Jennifer dans des poses sexuellement explicites. When he started cutting a piece of her leg off, I took the picture. I took every picture that was taken of her. Ces photos permettaient à Rogers et à Lawrence d'immortaliser cet instant, afin de revivre tout ce qui s'était produit. Ce n'était pas qu'un rappel des images, mais des sensations psychologiques qui y étaient associées, comme la stimulation, l'excitation et l'euphorie du moment. I ruined her life, her family's life, and after doing all of that, mine don't seem worth as much. I pray to God I get death row. Son complice, Jonathan Lawrence, collabore aussi et ajoute des détails encore plus morbides. So I uncovered her right leg and just cut her calf off. You cut it off, then what'd you do with it? I put it in a Ziploc bag and put it in some ice and stuck it in a cooler and took it home. Pendant son interrogatoire, Jonathan Lawrence était très calme. Il ne démontrait aucune émotion. Depuis plusieurs mois, Lawrence et Rogers étaient obsédés par l'idée d'enlever et de tuer une femme. Une des choses que Jonathan rêvait d'essayer, c'était d'ouvrir un corps, de le vider et de le remplir de pierres pour ensuite en disposer, par exemple dans l'océan ou un lac. C'était une pratique courante à l'époque de la Révolution américaine. Lawrence révèle que Rogers avait aussi mutilé le corps de Jennifer en la scalpant. He made a little cut on her forehead with a scalpel just to see what the skull part looked like on her forehead. Pour Rogers, le scalp était comme un trophée. C'était le symbole de sa puissance. Enfin satisfaits, les deux hommes brûlent les vêtements de Jennifer et ils enterrent son corps dans la forêt. En rentrant chez lui, Jonathan place le muscle de la jambe de Jennifer au congélateur. C'est là que les enquêteurs le retrouveront. Il avait l'intention d'en faire des filets pour les manger. C'est clair qu'il avait de réelles intentions cannibales. Il avait des livres sur le sujet et de la documentation qui décrivait le goût de la chair humaine, ainsi que des moyens de la conserver et de la prêter. C'était l'une des fascinations les plus perverses de Lawrence. Jonathan Lawrence mène les enquêteurs au lieu d'inhumation de Jenny. Il trouve son corps nu enfoui à quelques centimètres sous terre. Il l'identifie grâce à ses bijoux. Les enquêteurs ont dû annoncer la nouvelle le jour de la fête des mères. On m'a remis 3 colliers et une bague. C'est tout ce qui m'est revenu de la sortie de Jenny. Quand ils m'ont confirmé qu'ils avaient retrouvé le corps de Jenny, ma souffrance a été si épouvantable que j'ai eu l'impression de recevoir un coup de massue en pleine poitrine. Ma douleur émotionnelle était tellement forte que je la ressentais physiquement. J'ai rêvé à elle pendant plusieurs années. Je la voyais à l'arrière de cette camionnette. Elle me regardait et elle me disait qu'il lui faisait mal. Elle m'implorait de les arrêter. Quelqu'un a improvisé un petit monument à cet endroit. Elizabeth Livingston espère toujours avoir des nouvelles de son fils Justin, qui a été vu pour la dernière fois avec le duo meurtrier. Jonathan Lawrence a tout avoué à propos de l'assassinat de Jenny, mais il maintient qu'il ne sait rien de la disparition de Justin.
What do you know about Justin? He's just still missing, and I don't have any idea where he is. Did you have anything to do with him disappearing? Okay. I'm going to terminate the interview at this time. Toutefois, Jeremiah Rogers avoue tout. Il était particulièrement bavard. Il en parlait avec fierté. Selon Rogers, Justin les énervait et c'est ce qui les a motivés à concevoir un plan machiavélique. Pendant que Justin regardait un film avec eux, Lawrence a fait signe à Rogers. Les trois se sont rendus dans un champ isolé près d'une aire d'atterrissage d'hélicoptères. Une fois sur place avec Rogers et Lawrence, son sort était scellé. Everything was on impulse, you know, nothing was planned at all. We were going to take Justin out and do something to him. Well, it's nice out tonight, isn't it? Nice, man. I told him, look up in the sky, and the reason I had said that and get him to look up was so it would be easier to stab him. I'm gonna go grab a beer, guys. Beer? You guys want a beer? No, I'm good. I couldn't do it at that time, but I would have felt like a coward if I wouldn't have done it, you know? So I pulled my knife out, turned around, and I tried to stab Justin in his chest, but the knife didn't go through, it just hit his breastbone, and the force of that knocked him all the way to the ground. Quand Justin s'est fait poignarder, il a essayé de se relever et de s'enfuir. À ce moment précis, Rogers et Lawrence auraient pu tout arrêter, mais ils ne l'ont pas fait. So I told Justin to stay down on the ground and to face down, and I told John to give me his other. So he kind of waited for a minute, because I think he was a little shocked. And he gave me his knife, and Justin asked me, what are you going to do? Are you going to hurt me? I said, no, I'm not going to hurt you. Les propos de Justin sont déchirants. Il est incapable de concevoir que quelqu'un puisse lui faire du mal délibérément, surtout quelqu'un qu'il connaissait. Justin est en train de mourir au bout de son sang. And when I got my nerve up, I stabbed him between the shoulder blades with all of the blade going through. And I left the knife there for a second. And he tried to get up, and he got to his hands and knees. So I got up and I backed away a little bit with my hands still on the knife. And I told him just lay down. So when he laid back down, I took the knife out. I turned away from him and I threw the knife down. And John grabbed the knife, but he couldn't do it then, so he just stood there for a little bit. And Justin, during all this time, is still talking, he's still hearing, he can see. Ils étaient en train de tuer ce garçon en le poignardant à répétition tout en tentant de le convaincre que tout allait bien. Pardon? Vous êtes en train de me poignarder et tout va bien? Ça prouve à quel point ils étaient calculateurs et sans pitié. After looking at him, I wished that he would hurry up and die because I didn't like to see him like that. And he wouldn't die for a long, long time, you know. Was he suffering? Yeah, I think so. And I thought, it's too late to turn back. I can't stab him again. So I didn't know what else to do but take my flannel shirt off, put it around his neck, and twist it till he was dead. And John came over and stabbed him. To his count, was about 17 times in the back. Alors que les enquêteurs croient avoir toutes les réponses, les tueurs leur révèlent que ce n'est pas tout. Il y a une autre victime. Dans l'après-midi du 11 mai 1998, un mois après la disparition de Justin Livingston,
Jeremiah Rogers conduit les enquêteurs à son dernier lieu de repos, une fosse peu profonde qu'il a creusée avec son complice, Jonathan Lawrence. Justin s'est étouffé avec son propre sang. Il est mort lentement, au bout de son sang. Quant au motif du meurtre de Justin Livingston, les suspects ont précisé durant les interrogatoires que Justin les énervait parce qu'il voulait toujours se tenir avec eux. Il cherchait leur attention, ce serait pour ça qu'ils l'ont tué. Pourquoi l'aurait-il attiré là pour le poignarder, à part la simple exaltation de le faire? Il ne voulait rien lui voler, il voulait seulement le tuer pour le plaisir. Les policiers devaient maintenant annoncer à sa mère, Elizabeth, que Justin était mort et qu'il avait été sauvagement agressé par son cousin, quelqu'un en qui il avait confiance. Justin aurait accepté n'importe qui comme ami. Ça lui a coûté la vie. Après avoir avoué 2 meurtres crapuleux, Jonathan Lawrence révèle qu'ils ont fait une autre victime. 2 semaines plus tôt, ils voulaient vérifier s'ils avaient les nerfs assez solides pour tuer. Ils ont donc arpenté la ville à la recherche d'une victime. Leighton Smitherman, 62 ans, regardait la télévision avec sa femme. Just gonna want to scare this guy. He went up to the window and fired one shot and come back real fast. He said he scared him real good. He just thought it was real funny. I'm gonna call 911. Hold tight, hold tight. À l'arrivée des premiers intervenants, le tireur avait disparu. Leighton est arrivé à l'hôpital dans un état critique. Il a été atteint au cou par une balle de petit calibre. Les médecins jugent que c'est trop risqué de l'opérer. Leighton Smitherman survit à l'attaque, mais la balle restera coincée dans son cou à jamais. Grâce à Dieu, la balle n'a rien touché de vital. Je crois que si elle avait touché l'artère, je serais mort ou dans un état végétatif. Pour eux, cette attaque était une sorte de pratique. Ils tentaient non seulement de vérifier s'ils avaient la force de commettre de tels crimes, mais aussi de mettre leur relation à l'épreuve. C'était un gage de fidélité. Même si Lawrence et Rogers ont déjà subi une hospitalisation psychiatrique, ils sont jugés aptes à subir leur procès pour meurtre au 1er degré. Les 2 plaident coupables à l'accusation de meurtre pour la mort de Justin Livingston. Ils reçoivent une peine d'emprisonnement à vie. Ils plaident également coupables pour le meurtre et l'agression de Jennifer Robinson. Mais cette fois-ci, la justice est sans pitié. Ils sont tous les 2 condamnés à mort. Le meurtre de Jennifer Robinson a été calculé. En Floride, on qualifie ça de meurtre prémédité commis de sang-froid. On peut se demander pourquoi Rogers voulait tuer quelqu'un qu'il aimait. À mon avis, c'est en grande partie parce qu'il ne la considérait pas comme une personne. Elle était un objet qui lui servirait à réaliser ses désirs les plus déréglés. Il n'y avait aucun lien affectif. Rogers refuse d'interjeter appel du jugement et accepte sa mise à mort. Le jour de son exécution, la mère de Jennifer veut être présente pour le voir mourir. Ils ont abattu Jennifer. Ils lui ont enlevé la vie. La mère de Justin dit que jusqu'à ce jour, elle ressent la présence de son fils. Je lui ai dit que j'irai le rejoindre bientôt. J'attends ce moment avec impatience. Ce sont des meurtres hors de l'ordinaire. Ils ont d'abord tiré sur quelqu'un à distance pour ensuite poignarder leur victime et en abattre une autre à bout portant avant de se livrer à des actes de nécrophilie. On imagine mal quelle aurait été la prochaine étape
si Rogers et Lawrence n'avaient pas été arrêtés. Ils ont réalisé leurs désirs les plus horrifiants. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que les tueurs comme Rogers et Lawrence ne portent pas une affiche qui dit « Attention, je suis malade, je suis cruel ».